Bonjour, nous allons dans cette vidéo voir la première partie de la vision. Pour des raisons techniques, le cours sur la vision est divisé en deux parties. Alors, voici le plan, structure de l'œil, propriétés optiques de l'œil, la rétine, les photorécepteurs pour la première partie. Voie optique et champ visuel, vision des couleurs, champ récepteur et contraste pour la deuxième partie. Alors, les structures de l'œil, la lumière incidente traverse l'appareil optique de l'œil, cornée, humeur aqueuse, cristallin et corps vitré, avant d'atteindre des photorécepteurs de la rétine. Cet appareil projette sur la rétine une image renversée, réduite du monde environnant. Alors, anatomie de l'œil, tout d'abord les membranes qui entourent le globe oculaire sphérique. Nous avons la sclérotique qui est une membrane très résistante qui, à l'avant du globe oculaire, elle est remplacée par la cornée transparente. Nous avons la choroïde qui est une couche vascularisée, nourricière de la rétine, et nous avons aussi la rétine qui contient les photorécepteurs pour la vision. Nous avons une petite dépression au niveau de la rétine qui est située dans le prolongement de l'axe visuel, la fovea. Cette fovea, c'est le lieu où il y a le maximum de photorécepteurs et en particulier les cônes. Et justement, c'est pour une vision maximale dans la netteté. Nous avons la tache aveugle, c'est là où va s'insérer le nerf optique. Il n'y a pas de photorécepteur, donc la vision est nulle. Alors, à partir de la cornée, nous avons une chambre qu'on appelle la chambre antérieure qui contient liquide biologique, l'humeur aqueuse, pas très visqueux. Nous avons l'iris qui donne la coloration à l'œil, donc la couleur de l'œil dépend de l'iris, on dira yeux bleus, yeux marrons, etc. Nous avons un espace au milieu de l'iris, c'est la pupille, c'est là où transitent les rayons. Et nous avons le cristallin qui joue un rôle très important dans les phénomènes d'accommodation qu'on va voir plus tard. Enfin, nous avons l'humeur vitrée qui, comme l'humeur aqueuse, vont permettre au globe oculaire de garder son volume et sa forme. Alors, réflexe photomoteur, adaptation aux variations d'éclairement. L'iris contrôle l'entrée de la lumière dans l'œil. La constriction, qu'on appelle myosis, et la dilatation pupillaire, mydriase, résulte l'une d'une stimulation cholinergique, c'est-à-dire que la constriction, c'est le système cholinergique, et la dilatation de la pupille, c'est le système adrénergique. Alors, les valeurs extrêmes du diamètre pupillaire, donc les valeurs sont de l'ordre de 1,5 à 9 mm pour le maximum et 1,5 pour le minimum. Alors, propriété optique de l'œil, tout d'abord la réfringence. Les rayons lumineux sont réfractés lorsqu'ils passent d'un milieu aérien dans un autre milieu. Si la surface de séparation entre les deux milieux est sphérique, comme c'est le cas du globe oculaire, on appelle ça dioptre sphérique, il se forme une image. La réfringence, ou pouvoir de réfraction de l'œil, est mesurée en dioptrie. Elle est égale à l'inverse de la distance focale antérieure, soit 1 sur FA moins H. Nous allons voir donc cette relation dans la diapo suivante. Alors, nous avons tout d'abord le foyer antérieur. Nous avons le H, le point principal au niveau de l'œil.
c'est le centre au niveau du cristallin. Nous avons enfin FP, c'est le foyer postérieur. Alors, l'œil humain a une dioptrie de l'ordre de 58,8 dioptries, donc une capacité de 58,8 dioptries, c'est 1 sur 0,017 mètres, c'est le foyer antérieur. Alors, accommodation, le punctum proximum, et la distance minimale, c'est entre 0,07 à 0,1 mètre, donc 10 cm, entre 7 et 10 cm, pour une vision distincte avec accommodation maximale. C'est-à-dire qu'on peut percevoir nettement un objet quand il est rapproché entre 7 à 10 cm de l'œil et on va accommoder, c'est-à-dire bomber le cristallin au maximum. Voilà. L'accommodation est le changement de courbure du cristallin pour une adaptation à la vision d'objets placés à différentes distances. L'amplitude d'accommodation diminue avec l'âge, c'est ce qu'on appelle la presbytie, en raison d'un durcissement du cristallin. Il en résulte une presbytie qui nécessite le port de verres correcteurs convergents pour la vision de près. Donc, le sujet doit prendre des verres correcteurs convergents donc, pour la vision de près. Parce que quand on rapproche trop l'objet, les rayons de cet objet vont dépasser la rétine et le sujet doit les ramener sur la rétine. Donc, il doit donc bomber son cristallin, mais comme il ne peut pas le faire, donc on va corriger ce défaut par des verres correcteurs convergents. Alors, myopie, hypermétropie. Alors, la myopie, savoir que les rayons parallèles se projettent en avant de la rétine parce que le globe oculaire, chez le myope, il est trop lent. Donc, les rayons qui viennent du foyer antérieur, au lieu de tomber sur la rétine normalement, ils s'arrêtent avant la rétine parce que le globe oculaire du sujet myope est trop lent. Alors, la correction se fait par une lentille concave divergente. Pourquoi? Parce qu'il faut, au lieu de ramener les rayons sur la rétine, au contraire, il faut les faire arriver au niveau de la rétine. Donc, il faut des verres, une lentille concave et qui est divergente. Parce que ce qui est convexe, il est convergent. Ce qui est concave est divergent. Donc, voilà. Donc, il faut moins de dioptries, moins D. Alors que quand il faut converger, quand il faut accommoder, il faut plus de dioptries. Alors, l'hypermétropie, le globe oculaire est trop court. Donc, chez l'hypermétrope, le globe oculaire est trop court. Là, les rayons parallèles vont se projeter derrière la rétine. Donc, une lentille convergente va corriger ce défaut. Alors, voilà une vision normale. Donc, les rayons, quand ils arrivent, ils tombent normalement. L'image de cet objet va se former sur la rétine normale. Donc, tous les rayons vont converger sur un point au niveau de la rétine. Voilà. Alors maintenant, dans l'hypermétropie, le globe oculaire est trop court. Donc les rayons, quand ils vont converger dans un endroit qui est derrière la rétine. Donc l'image va se former derrière la rétine. Alors là, bien entendu, il faut ramener l'image sur la rétine. Et là, il faut donc une lentille convexe qui va corriger ce défaut. Alors, chez le myope, puisque le globe oculaire est trop lent, l'image se forme
devant la rétine. Donc, il faut une lentille concave pour diverger les rayons, pour les déplacer plus loin sur la rétine. Donc, une lentille concave corrige la myopie. Alors, récapitulatif, vision de loin, vision de près et accommodation. Alors, nous avons l'objet, vu de loin ou vu de près ou proche, les différents défauts, la presbytie, la myopie, hypermétropie. La presbytie, c'est le durcissement du cristallin. Le sujet ne peut pas bomber, ne peut pas faire converger des images sur la rétine. La myopie, c'est quelqu'un qui a un globe oculaire trop long, donc l'image se forme avant la rétine. Dans l'hypermétropie, l'image se forme après la rétine. Il faut les ramener, il faut les converger. Alors, voyons quand l'objet est placé loin de l'œil. Alors, dans la presbytie, la vision est conservée et les lunettes sont inutiles parce que le sujet, son problème, c'est quand on rapproche les objets qui vont passer derrière la rétine et il doit les ramener sur la rétine. Il ne peut pas le faire parce que le cristallin a durci. Alors, maintenant, dans ce cas-là, dans la vision de loin, l'image se forme sur la rétine. Alors maintenant, quand on lui rapproche l'objet, là, l'image va se former derrière la rétine et lui, il ne peut pas accommoder, accommodation impossible, donc la vision, elle est floue, donc obligatoirement, il faut des verres correcteurs convergents. C'est un sujet âgé, quand il doit lire le journal, il ne peut pas lire de près, soit il l'éloigne, soit il met des verres convergents. Quand il ramène le journal, par exemple, près de l'œil. Alors, dans la myopie, alors, de loin, c'est ça le problème, la vision est floue. Pourquoi? Parce que déjà, de loin, le globe oculaire est trop long, donc les rayons qui vont arriver, forcément, ils vont tomber avant la rétine. Donc, il va prendre des verres, des lunettes avec des verres correcteurs qui doivent diverger l'image pour qu'elle tombe derrière sur la rétine. Maintenant, quand l'objet est placé proche de l'œil, le myope n'a pas de problème parce que les rayons vont, puisque même s'il est long le globe oculaire, l'image va tomber sur la rétine. Donc la vision nette, mais accommodation en cas de port de lunettes. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que s'il garde ses lunettes qu'il utilisait pour la vision de loin, s'il les garde, donc il va bien entendu faire l'image va être placée derrière la rétine. Parce qu'avec sa lunette, il a divergé l'image. Donc, il a éloigné de la rétine. Parce qu'il porte des verres correcteurs divergents. Donc, si pour la vision de proche, il garde ses lunettes, donc ces lunettes divergent, c'est l'image, donc l'image va tomber derrière la rétine. Et là, il sera obligé d'accommoder, de bomber son cristallin pour ramener l'image sur la rétine. Et ce n'est pas bon, ça fatigue un petit peu, donc de préférence, le myope, pour la vision de près, la vision proche, il ne met pas de lunettes. Alors, pour l'hypermétropie. Alors, l'hypermétropie, donc le globe oculaire est
court, donc le sujet, quand on lui ramène un objet loin, qu'il voit de loin, il va accommoder pour vision nette, c'est-à-dire que puisque le globe oculaire est court, donc il se peut que l'image passe derrière la rétine. Donc, il doit accommoder pour faire revenir l'image sur la rétine. Ou bien, il doit porter des verres convergents pour les ramener sur la rétine. Alors, quand c'est proche, la vision, elle est floue car une partie de l'accommodation a été utilisée. Ça veut dire que déjà, pour la vision de loin, s'il ne porte pas de lunettes, il peut accommoder. Alors, s'il accommode déjà de loin, qu'est-ce que ça sera quand l'objet est proche? Donc, il a utilisé une partie de son accommodation, donc il doit porter des verres correcteurs convergents pour la vision proche. Voilà. Alors, l'astigmatisme, c'est quoi? C'est la non-homogénéité de la courbure de la cornée. Donc, la courbure de la cornée n'est pas homogène, donc les rayons risquent de ne pas être tombés former une image nette au niveau de la rétine. On parle aussi d'astigmatisme par non-homogénéité de la courbure du cristallin, mais c'est surtout non-homogénéité de la courbure de la cornée. Alors, passons maintenant à la rétine. La rétine comprend des photorécepteurs qu'on appelle les cônes et les bâtonnets. Donc, comme on peut le voir sur ce schéma, les cônes ont la forme d'un cône, c'est pour ça qu'on les appelle cônes, et les bâtonnets sous forme d'un bâtonnet. Alors, les cônes, il y a à peu près 10 puissance 6. Alors, au niveau de la fovea centralis, on l'avait dit, ils sont seuls présents à ce niveau. Alors, les bâtonnets, ils sont 20 fois plus nombreux que les cônes, et bâtonnets et cônes, bien entendu, sont absents dans la papille, dans la tache aveugle. Alors, ces cônes et bâtonnets sont connectés à des cellules qu'on appelle cellules horizontales, cellules amacrines et enfin les cellules ganglionnaires qui, dans les axones, vont former le nerf optique. Voilà un petit peu la structure de la rétine par rapport aux cellules et aux photorécepteurs. Alors, toutes les cellules qu'on vient de voir interagissent, coopèrent pour modifier, moduler et traiter le message nerveux constitué par les variations du potentiel des membranes des cellules rétiniennes. Les cellules ganglionnaires, c'est des neurones 2, sont les seuls neurones à produire de vrais potentiels d'action propagés vers les noyaux de relais visuels et le cortex cérébral. Donc, les autres cellules qu'on avait vues n'ont pas à leur niveau de potentiel d'action. Ce n'est qu'au niveau des cellules ganglionnaires où il y a les vrais potentiels d'action qui seront propagés vers donc, les noyaux visuels et le cortex cérébral. Alors, fonction des photorécepteurs, les cônes servent à la perception des détails et à la vision des couleurs dans une ambiance éclairée. On appelle ça vision photopique. Les bâtonnets permettent la vision noir et blanc dans un environnement peu éclairé et on parle de vision scotopique. Alors, rétinopathie avec dégénérescence des bâtonnets, il a été constaté que les cônes
initialement normaux meurent secondairement à la disparition des bâtonniers. Ça veut dire que les bâtonniers participent à la survie des cônes par l'intermédiaire d'apports de facteurs trophiques. Alors, fonctionnement des photorécepteurs, les colorants visuels ou pigments visuels qui absorbent la lumière sont contenus dans les cônes et les bâtonniers. Ils constituent les intermédiaires de la transformation d'un signal photopique, le rayon, en une excitation électrique des récepteurs, et on parle de transduction ici photoélectrique. Nous avons vu pour l'audition la transduction mécano-électrique. Ici, c'est photoélectrique parce que c'est un rayon, photon. Alors, voyons cette transduction photoélectrique. À partir de la rhodopsine, sous l'effet d'un photon, la rhodopsine est un chromophore, opsine plus 11, 6 rétinal, va être transformée en Hol transrétinal. Hol transrétinal va activer une protéine qui s'appelle la transducine. Cette transducine va activer une phosphodiestérase. Cette phosphodiestérase va transformer le G1PC en 5'G1P, c'est-à-dire le G1PC va diminuer. Donc, il va y avoir fermeture des canaux sodiques et il y aura une hyperpolarisation de l'ordre de moins 70 millivolts à la base de la variation du potentiel des neurones et du signal électrique. Donc, c'est une particularité au niveau de la système visuel. Ici, il y a une hyperpolarisation qui va être à l'origine donc du signal électrique. Ça veut dire que à l'obscurité, le G1PC maintient les canaux cationiques Na+ et K+ ouverts, d'où la dépolarisation de l'ordre de moins 40 millivolts avec libération de glutamate. L'inverse, c'est à l'obscurité que le G1PC, donc il n'est pas diminué, qui va maintenir ouverts les canaux sodiques et calciques. Donc la cellule sera moins hyperpolarisée parce qu'on ramène des cations et nous aurons on passe de moins 70 à moins 40 millivolts, c'est une dépolarisation, et on libère le glutamate à l'obscurité. Et justement, quand il y a les rayons, c'est-à-dire quand il y a dans la journée, il y a les rayons, c'est plutôt une baisse du G1PC et bien entendu, une baisse de la libération du glutamate. Voilà. Donc avec ça, nous avons fait le tour de la première partie de la vision. Dans la deuxième diapositive, nous allons aborder le reste de la physiologie de la vision. Je vous remercie.